Le 2 mai 2003, dans les salles sud-coréennes, sort le second long-métrage d'un jeune réalisateur de 34 ans encore inconnu du grand public. C'est un film que personne n'attend vraiment, mais qui sera bientôt considéré comme l'un des plus grands thrillers de l'histoire du cinéma. Et son auteur va propulser avec lui toute une nouvelle génération de réalisateurs coréens au devant de la scène internationale pour les décennies à venir. Ce réalisateur, vous le connaissez désormais toutes et tous, il s'appelle Bong Joon-ho, et son film c'est... Alors sans perdre plus de temps, on va se pencher sur l'ouverture de ce monument coréen, sur l'Inkipit de Memories of Murder. Ce prologue dure 3 minutes et 15 secondes et se compose de 22 plans. 22 plans qui introduiront le milieu dans lequel l'enquête prend place, ici la campagne coréenne des années 80, le personnage principal, ici le détective Park, et enfin le centre de gravité du film, à savoir les meurtres de jeunes femmes. Ce qui frappe dans un premier temps lors de la vision de cet Inkipit, c'est la quiétude qui le nimbe. On pourrait parler du vent balayant paisiblement les champs, du ronronnement du vieux tracteur qui remonte mollement le sentier, des cris enjoués des enfants qui le suivent armés de filets ou encore de l'attitude calme et désinvolte du détective. On pourrait parler des cadres équilibrés, largement ouverts sur la campagne environnante, jouant avec des lignes de fuite où l'horizon est toujours visible. Des mouvements de caméra très posés, toujours motivés, du montage lent et net au cut systématiquement justifié, de l'image saturée, douce, dominée de tons chauds ou enfin de la musique qui monte en lente nappe de piano mélancolique, douce, heureuse et sans percussion qui accompagne sans heurts cette première minute. C'est vraiment une entrée en matière qui se veut progressive et qui cherche à nous asseoir sans inconfort dans le récit. Cette rupture entre le calme rural et le caractère profondément morbide, laid et sérieux de la découverte d'un corps est un des caractères les plus saillants de cet Inkipit et aura probablement à faire avec le reste du film. Mais revenons sur la scène. Park vient de faire ses premières constatations et elles sont sans équivoque. La jeune victime est dissimulée dans un fossé, elle a les mains ligotées, c'est un meurtre. La nudité du corps et ses habits trouvés par les enfants un peu plus loin ne laissent là aussi que peu de doute quant à la nature du crime. Plan large et symétrique sur la campagne et le ciel immense. Titre. J'ai pas mal de questions sur ce que tu viens de dire. Ouais, je t'écoute. J'en ai 3. C'est quoi un mouvement de caméra toujours motivé? C'est quoi un cut systématiquement justifié? T'avais dit 3. On dit d'un mouvement de caméra qu'il est motivé quand la caméra n'agit pas seule lors d'un mouvement. C'est-à-dire quand elle est assujettie au mouvement d'un élément dans le cadre. Dans le même état d'esprit, on dit d'un cut qu'il est justifié quand le raccord entre deux plans successifs est conjugué. C'est ce qui se passe dans le plan A qui induit l'arrivée, l'irruption du plan B. C'est parce que l'enfant regarde hors champ lors du plan 1 que la caméra nous montre ce que l'enfant regarde lors du plan 2. Raccord regard. C'est à l'occasion de ce que nous montre le plan 2 que la caméra se rapproche du sujet lors du plan 3. Raccord dans l'axe. C'est quand Park se retourne pour chercher un éclat de miroir à la fin du plan 8 que surgit le plan 9 où il finit son mouvement. Raccord mouvement. Ah ça y est, j'ai trouvé ma 3e question. Et donc, tout ça pourquoi ? Eh bien, l'utilisation de mouvements motivés et de cuts justifiés sont les outils clés d'une théorie du montage née dans les années 30 aux États-Unis et désormais absolument majoritaire dans le cinéma mainstream, le montage invisible. Cet oxymore désigne le fait que pour que le spectateur soit absolument plongé dans le récit, qu'il soit immergé en oubliant son état de spectateur, qu'on obtienne de lui cette fameuse suspension consentie de l'incrédulité, le montage doit être le plus discret possible. C'est un tour de passe-passe où pour camoufler le mouvement de la caméra, on distrait en quelque sorte le spectateur avec un mouvement similaire à l'écran. Pour dissimuler le passage d'un plan à un autre, on effectue le basculement au détour d'un mouvement. C'est un langage unanimement compris et accepté, une vision très conformiste du montage, très efficace et surutilisée dans le cinéma grand public, un cinéma qui place l'immersion au cœur de son dispositif. Donc on voit bien qu'entre les lignes de la mise en scène de Joon-ho se dessinent 2 grandes tendances. La volonté de nous montrer le meurtre de cette jeune femme comme une irruption dissonante dans la campagne des années 80, la laideur et le morbide font irruption dans la beauté et la quiétude rurale. Ensuite, cette volonté d'immerger rapidement le spectateur dans le récit, de le plonger l'air de rien mais avec puissance et fermeté dans un récit qui a besoin de déraciner le spectateur de son présent. Bon, maintenant que nous savons comment est construit cet Inkipit, essayons de creuser un peu et allons chercher la petite bébête qui se terre au cœur de cette séquence d'ouverture. On pourrait dire tout d'abord que Bong Joon-ho nous place du point de vue de l'enfant.
C'est lui qui ouvre le film et qui dicte à la caméra où regarder et comment se déplacer. Le plan 8 en est une très bonne illustration. L'enfant est en amorce, nous regardons avec lui Park descendre du tracteur et nous nous retournons à l'occasion de son retournement, la caméra restant accrochée en quelque sorte sur son épaule. Il est le pivot même de ce plan en ce que nous nous servons de lui pour pivoter afin de suivre l'action. De plus, et c'est un détail important, nous sommes les seuls à savoir ce que dissimule l'enfant dans son dos. Au début du plan 8, nous le voyons cacher le bocal de cricket dans son dos. Et bien que je ne sache pas tout à fait pourquoi il les cache, je ne trouve pas que ce soit de très bon augure. On nous indique, on nous montre que quelque chose est volontairement dissimulé, soustrait à la vue du détective. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent. Que nous raconte la présence des criquets dans cette séquence? Nous les voyons une première fois lors du plan 1, l'enfant attrape un criquet avant d'être distrait par l'arrivée du tracteur. Une deuxième fois lors du plan 8, où l'enfant dissimule le bocal de criquet, et une troisième et dernière fois lors du plan 10. Nous voyons le visage de Park découvrir le corps que nous apercevons en amorce, alors que Jun-ho opère ce qu'on appelle un report de point. Le fait de déplacer le point de focalisation de l'objectif de la caméra durant le plan. Cette technique, cet élément de langage cinématographique, permettant de mettre en avant successivement deux éléments habitant un même plan, de guider le regard du spectateur de l'un à l'autre. Ici, le plan commence par un plan serré sur les jambes de la victime avant de reporter le point, le net, sur le visage de Park qui le découvre. Et sur les jambes de la victime, nous découvrons un magnifique criquet. Il y a un élément dont on n'a pas encore parlé qui prend ici tout son sens. À partir du plan 13, l'enfant commence à imiter Park. Il reproduit les gestes du détective et répète mot pour mot ce qu'il prononce. Cette idée, qui pourrait être mise sur le dos de l'immaturité de l'enfant et qui agace visiblement Park, pourrait aussi introduire l'idée d'un jeu de miroir. Là où l'enfant joue à être le reflet de Park, Park est aussi, en quelque sorte, le reflet de l'enfant. Et que fait cet enfant? Il attrape des criquets pour les mettre en boîte. Et bien là aussi, c'est ce que fait le détective et ce qu'il fera durant tout le film. Collectionner des criquets? Il attrape des criminels, les criquets, pour les mettre en prison, le bocal. Ok, l'analogie fonctionne à peu près, mais donc, si dans le plan 1 nous voyons l'enfant attraper un criquet, dans le plan 8 le bocal dans lequel il les enferme, que voyons-nous lors du plan 10? Le criquet, et pas n'importe lequel, celui qui précisément trône sur le corps de la victime. La présence d'un criquet sur les jambes de la victime nous indique que malgré les efforts de l'enfant pour les attraper, un criquet est toujours hors du bocal. Un criminel est en liberté et il vient d'agir. Donc on n'apprend rien? Comment ça? C'est ce que raconte la scène. Il y a eu un meurtre, on découvre une victime, donc on se doute bien qu'il y a un criminel dans la nature, non? Oui, mais c'est une chose de poser les enjeux d'un récit pour que nous les comprenions, une autre de les symboliser, de les figurer pour que nous les ressentions. Par ce criquet, c'est Bong Joon-ho qui nous dit que cette fois-ci, ce sera différent. Attends, j'ai trouvé ma troisième question. Tu me l'as déjà posée. Non, j'en ai une autre. Je t'écoute. Pourquoi un criquet? Pourquoi un criquet? Bah oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Oh. Non.